Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Débrief du Conseil, votre rendez-vous d'analyse des grandes décisions issues donc du Conseil des ministres. Ce soir, nous abordons la réforme adoptée le 19 février 2026, la modification de la charte de la transition du 14 octobre 2022, révisée le 25 mai 2024. Cette révision fait suite donc à la loi du 9 février 2026 qui abroge les textes relatifs donc aux partis politiques, à leur financement, ainsi qu'au statut du chef de file de l'opposition. Les partis sont donc dissous et la charte adaptée donc à cette nouvelle orientation. La réforme intègre également les idéaux de la révolution progressiste et populaire proclamée le 1er avril 2025 donc par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Le préambule insiste désormais sur la valorisation des valeurs socio-culturelles nationales et sur donc des engagements internationaux compatibles donc avec ces valeurs. Une réforme majeure qui redessine le cadre politique du pays. Pour en parler ce soir, nous recevons donc M. Tel Konaté, secrétaire général du cadre 2 heures pour Kamita. Bonsoir M. Konaté et bienvenue sur Kaziba TV. Alors, bonjour et bonjour à l'ensemble des téléspectateurs de Kaziba TV. Merci surtout d'avoir accepté. Alors, commençons donc par ce sujet. Alors, comment vous interprétez donc la dissolution des partis politiques, nécessité politique ou rupture majeure? Alors, les deux à la fois. Très clairement, c'était une nécessité politique et une rupture à la fois nécessaire. Parce que quand on a fait l'analyse froide de ce que les partis politiques ont apporté en bien et en mal, et des fractures que cela a pu créer dans l'armature, ou plutôt dans l'architecture de notre société, on ne pouvait arriver qu'à cette conclusion-là. Voilà. Je dis c'est une rupture et c'est véritablement le signe d'un État stratège qui a fait un bon diagnostic et qui a décidé, comment on dit ça, c'est un peu comme, vous voyez, je ne sais pas, c'est dans l'œuvre de Norbert Zongo, où les résistants décident de faire la circoncision de l'occidental qu'ils ont capturé. Et lorsque vous vous rendez compte que la nécessité de la circoncision est incontournable, il faut le faire d'un coup sec. Et c'est ce coup sec-là celui qui peut résoudre le problème. Et donc, c'est de cette façon-là que le gouvernement a décidé finalement de mettre fin un peu à cette cacophonie un peu désordonnée, parce qu'il était clair que les partis politiques, ou plutôt le multipartisme ayant été imaginé à partir des années 90, justement pour renforcer l'offre politique, pour renforcer la qualité du débat politique, et aussi justement pour rendre le monde, ou en tout cas le personnel politique plus vertueux. On se rend compte plus de 30 ans après qu'à aucun moment, pendant ces 30 ans, ils n'ont été en mesure de faire le 10e de ce que la Révolution et d'autres pouvoirs ont pu faire en termes de vertu et d'attachement à l'intérêt supérieur de la nation. Donc, il vaut toujours mieux trouver les meilleures solutions pour que la société puisse avancer. Alors, M. Konaté, peut-on parler d'une refondation du système politique burkinabé ou plutôt d'une simple suppression des partis politiques? Il y a aujourd'hui une volonté de refondation évidente. Et cette refondation n'est pas que dans le domaine de l'architecture politique. On le voit dans le domaine économique, on le voit dans le domaine militaire, on le voit en fait dans tous les domaines qui structurent l'avenir. Et ça, je dis, c'est une chance, hein, c'est sérieusement une chance. Ça veut dire que désormais, nous ne sommes plus des démissionnaires par rapport à l'avenir du pays qui doit être le nôtre. Désormais, nous n'attendons plus que ce soit des bailleurs de fonds qui financent la réflexion ou qui nous disent ce qui doit être l'avenir. Et surtout, on n'est plus dans une logique où on veut forcément plaire, on veut être les bons élèves. La dernière fois, je crois, quelqu'un répétait que c'est le président ATT qui disait, aux années de 2008, que les meilleurs élèves de la Banque mondiale sont les derniers de la classe. Aujourd'hui, en tout cas, fondamentalement, il y a une volonté de rupture dont l'équivalent ne peut être trouvé que sous la révolution d'août 83 de Sankara. Du coup, la révision de la charte est-elle un système d'ajustement juridique ou un changement profond donc, de modèle politique pour vous? Non, mais je veux dire que le changement de la charte, c'est une continuité des autres changements qui ont déjà eu lieu. Par exemple, la loi sur la suppression des partis politiques et la dévolution de leur propriété
ayant déjà été votée et validée au niveau de l'ALT, la charte n'a fait que constater ce qui était déjà et puis se mettre en conformité avec elle. Il y a peut-être un élément nouveau, voilà, qui est assez important à notifier, que désormais il est notifié, en tout cas il est inséré dans la charte, que d'abord, il est essentiel que la culture soit le fondement de nos textes, des lois et le fonctionnement finalement de notre administration publique. Et qu'en plus, nous sommes toujours partie prenante de nos engagements internationaux, aussi longtemps que ces derniers sont en accord avec l'intérêt supérieur de notre pays et de notre culture. Ce qui est un changement assez radical. C'est ça. Parce qu'avant, il était dit, dans le cadre des traités dont nous sommes partis, que lorsque nos textes de loi et même notre constitution sont en contradiction avec les traités internationaux, c'est les traités qui prévalent. Ce qui était quasiment un renoncement à la notion de souveraineté même. La souveraineté était devenue une variable d'ajustement, en fait. On ne la considérait plus comme une donnée viable, une donnée respectable. Alors, la fin donc du financement public des partis politiques peut-elle moraliser donc la vie publique et recentrer les ressources sur le peuple pauvre? Alors, la suppression des partis politiques est le résultat d'un constat d'échec du multipartisme à moraliser la vie publique. C'est aussi le constat que l'expression démocratique, le monopole de l'expression démocratique n'est pas concentré dans le multipartisme. J'ai coutume à dire, et je ne suis pas le seul, c'est-à-dire le seul mouvement politique au Burkina où on a réellement expérimenté la démocratie, c'était sous le CNR, où les structures publiques, les populations et, comment on appelle ça, les structures organisées autour de la révolution, vous avez les CDF, vous avez l'organisation des femmes, l'organisation des élèves, les syndicats. Toutes ces structures-là participaient à la réflexion et à la décision des lois. Il y a même une anecdote que les aînés nous ont souvent racontée. Sous la Révolution, il devait être décidé d'une loi sur la polygamie. Il n'y a pas longtemps, il y a eu un exemple pareil. Et le président Sangara avait demandé à l'organisation des femmes, je pense qu'il y avait une structure dédiée aux femmes, de se concerter entre elles et de proposer quelque chose. Elles ont discuté en ville, les femmes urbaines, la décision c'était clair que c'était non. Mais elles sont rentrées maintenant en province pour discuter avec les femmes rurales. Et les femmes rurales disent oui. Et pourquoi? Elles disent, dans un foyer polygame, nous pouvons être au champ parce que pendant que l'autre femme s'occupe du foyer et des enfants et tout le reste. Si nous devons faire tout ça nous-mêmes, nous ne serons pas efficaces. Et puisque la majorité des femmes des campagnes, qui sont quand même la majorité de notre pays, étaient pour cette formule, il a été décidé de conserver la polygamie. Est-ce qu'il y a une démocratie qui dépasse là, en fin de compte? La démocratie, ce n'est pas uniquement lorsqu'on met son doigt ou bien un bulletin dans une urne. La démocratie, la vraie, c'est lorsqu'on donne au peuple la possibilité de s'exprimer et d'orienter les choix de gouvernance à tout moment, pas chaque 5 ans, à tout moment de la vie publique. Alors pour vous, l'argent qui était injecté dans le financement des partis politiques, comment on peut réorganiser tout ça? Oui, mais il a déjà été orienté vers la guerre et puis bon, vers le développement. Aujourd'hui, vous savez, on a en particulier le retour en force de l'État dans les secteurs productifs, la création des richesses. Voilà. Et lors de la dernière interview du président, il y a un journaliste qui lui avait demandé si le président est contre le libéralisme, il est contre le libre marché parce que l'État vend des yaourts, ce qui est quand même une aberration au fond. Bon, aujourd'hui, vous voyez, le libéralisme est battu en brèche sur toute la planète, même aux États-Unis, le sacro-saint pays du libéralisme. Tout compte fait, ce n'est pas comment on appelle ça, c'est pas des poches d'usage de cet argent qui manquent. Hein? Ce n'est pas parce qu'on n'avait pas quoi faire de cet argent qu'on le mettait dans les partis politiques. C'est justement parce qu'on ne savait pas identifier les priorités. Voilà. Et c'est l'incapacité à identifier les priorités qui a fait qu'en fait, on est devenu, comment on appelle ça, un pays chrysogène. Parce qu'il est internationalement connu que la démocratie libérale et l'économie de marché capitaliste produisent de façon cyclique des crises. Et ça, ce n'est pas que dans les pays comme les nôtres, même dans les pays industrialisés, ces crises sont permanentes. Maintenant, ce n'est pas toujours pour les mêmes raisons que ces crises viennent. Donc, tout compte fait, ce n'est vraiment pas de l'argent qui sera de trop. Nous avons aujourd'hui un pays à pacifier, mais mieux encore, nous avons des campagnes que nous devons sortir de l'immobilisme moyenâgeux, comme ce que Sankara disait. Quand vous rentrez dans nos campagnes, que vous voyez un peu le visage, je suis certain qu'en 1960, ils avaient le même visage. En 1940, ils avaient le même visage.
Et quand vous regardez ça, vous devez vous poser les bonnes questions et se dire qu'on a un besoin urgent d'agir. C'est ça. Alors, l'intégration des idéaux de la RPP dans la charte marque-t-elle un tournant stratégique pour la transition pour vous? C'est un tournant, mais comme je disais tantôt de l'autre côté, c'est un tournant qui est dans l'ordre normal des choses. Parce que je pense que la révolution, elle a été déclarée, pas dit proclamée, à partir de avril 2025. C'était déjà là. On sentait bien, dans les années de révolution, le président a dit plusieurs fois, il faut que la révolution, ça marche. C'est ça. Il faut que tout le monde se mette dans le bain. En fin de compte, la révolution même du paradigme consistant a dit désormais, nous exigeons la souveraineté nationale. Nous voulons produire nous-mêmes sur le plan économique. Nous ne voulons plus que l'on nous dicte le modèle politique que nous devons avoir. Nous voulons choisir nos propres partenaires. Mais c'est cela la révolution même. Il n'y a pas besoin d'autres proclamations pour qu'on parle de révolution. La charte est venue évidemment valider tout cela. Désormais, elle va intégrer la RPP. Je dis que la charte elle-même, qui a permis justement de lancer toutes ces dynamiques, était en elle-même déjà la révolution. Alors, toujours concernant les partis politiques, la suppression des 12 sièges des partis modifie-t-elle l'équilibre des pouvoirs durant la transition? L'équilibre des pouvoirs, non, pas du tout. Fondamentalement, je pense que oui, effectivement, il y avait 12 sièges qui étaient consacrés aux partis politiques. On dit que ce sera réaménagé, on n'a pas dit qu'on va les retirer de l'Assemblée. Je ne sais pas quelle sera la formule. Peut-être que désormais, on dira bon, qu'ils sont simplement des simples citoyens burkinabés. Bon, je ne sais pas. C'est un peu comme la question de ce qui concernait le Conseil national de la jeunesse, non, je crois, qui a aussi été dissoute, plus ou moins, mais dont les membres sont toujours à l'Assemblée. Je pense que, voilà, même si les partis n'existent plus, les citoyens qui en faisaient partie ne cessent pas d'exister. Voilà, ce sont des Burkinabés. On trouvera bien la façon, tant qu'ils peuvent être utiles, il n'y a pas de problème. Alors, dernière question donc pour refermer les portes donc, de notre émission. Ces réformes posent-elles les bases d'un nouveau modèle de gouvernance plus proche des aspirations populaires? Elles donnent l'opportunité d'un nouveau départ qu'il faut savoir négocier. Tout nouveau départ présente énormément d'opportunités, mais il y a aussi des risques. Il faut savoir les négocier. Et je suis heureux, particulièrement, qu'on ait mis en place un nombre de groupes de réflexion. Il y a un groupe de prospective qui réfléchit à l'horizon 2060. Vous avez vu aussi actuellement, il y a un forum qui fait le lien entre la défense, la diplomatie et les finances. Tout ça, ce sont des éléments qui vont aider à mieux négocier ce nouveau départ. Alors, nous sommes à la fin de notre émission. Un mot de fin? Le mot de fin, c'est qu'il faut avoir confiance. Il faut avoir foi en l'avenir. Il faut considérer que nous avons aujourd'hui encore l'opportunité de véritablement refonder nos sociétés et de réinventer l'avenir comme ce que Sankara voulait faire. Et en le faisant, nous pourrons écrire une autre page de l'histoire nationale, mais aussi une autre page de l'histoire de notre continent et du monde. Monsieur Tel Konaté, merci beaucoup pour vos analyses et vos éclairages. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général donc, du cadre 2 heures pour Kamita. Merci pour votre disponibilité. Allez, merci. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. À la prochaine pour un nouveau numéro. Bonsoir chez vous.